Je suis parti ce matin-là avec une sensation étrange dans la poitrine, comme un poids qui refusait de se dissoudre malgré l'air froid du petit matin. Ma valise était prête depuis la veille, impeccablement rangée, mais je traînais encore dans l'appartement de ma grand-mère, incapable de franchir le seuil. Je savais que ce voyage était important pour mon travail. Pourtant, chaque minute supplémentaire passée auprès d'elle éveillait en moi un doute qui ne me quittait pas. Elle semblait fatiguée ces derniers temps, mais une fatigue discrète, presque noble, qu'elle portait comme une écharpe légère. Assise dans son fauteuil, elle suivait mes mouvements du regard, et je percevais derrière ses yeux une lucidité plus vive que d'habitude. Comme si elle avait anticipé quelque chose que moi, avec toute ma rationalité, je refusais encore d'imaginer. J'avais pris soin de tout vérifier, les médicaments bien rangés, le frigo rempli, les rendez-vous médicaux confirmés. Je me persuadais que la logistique pouvait combler l'absence, que l'organisation était une forme de présence. Pourtant, un détail m'a frappé lorsque je me suis penché pour l'embrasser avant de partir. Sa main d'ordinaire chaude avait été étonnamment froide. Elle l'avait serré un peu plus longtemps que d'habitude, avec un mélange d'affection et d'inquiétude silencieuse. Je me suis redressé en me disant que ce n'était rien. Juste un instant, une sensation passagère. Mais au fond de moi, quelque chose commençait déjà à se fissurer. Lorsque je suis sorti de l'immeuble, j'ai croisé ma tante. Elle m'a lancé un regard étrange, insistant, presque évaluateur. Pas un mot, pas un sourire. Comme si mon départ ne la surprenait pas, comme si elle attendait ce moment depuis plus longtemps que moi-même. Cette attitude m'a dérouté, mais j'ai secoué la tête, refusant d'y prêter attention. Les tensions familiales ne me concernaient plus vraiment depuis que je m'étais éloigné pour construire ma vie ailleurs. Je préférais croire qu'il ne s'agissait que d'un de ces malentendus habituels, nés d'années de maladresse et de rivalité tacite. Dans le taxi qui m'emmenait à l'aéroport, je repensais pourtant à cette poignée de main, à ce regard, à cette fatigue dans la voix de ma grand-mère que j'avais tenté d'ignorer. Je me raisonnais, tout allait bien, tout devait bien aller. Je partais seulement pour 2 semaines, peut-être 2 et demie. Un laps de temps tellement dérisoire dans une vie entière. J'avais laissé la maison en ordre, les contacts d'urgence affichés, les voisins prévenus. À quel moment cela pourrait-il déraper? Je m'efforçais de me convaincre que rien de grave ne pouvait arriver dans un environnement si contrôlé. Mais au moment où l'avion a décollé, j'ai ressenti une sensation presque physique, comme si un fil invisible se tendait derrière moi, prêt à rompre. Je me suis dit que la fatigue expliquait tout, que la veille de départ était toujours pleine de contradictions émotionnelles. Pourtant, une pensée insistante s'est glissée dans un coin de mon esprit. Peut-être que quelque chose, sans que je le voie encore, avait déjà commencé à changer. Je n'avais pas conscience que ce voyage, qui devait représenter une simple étape professionnelle, allait devenir le point de rupture. Ce n'est qu'avec le recul que j'ai compris. En quittant la maison ce matin-là, j'avais laissé derrière moi non seulement une femme âgée et fragile, mais aussi un vide dans lequel quelqu'un d'autre allait s'engouffrer. Et ce vide, je le découvrirais trop tard, deviendrait le moteur de tout ce qui allait suivre. Les premiers jours de mon voyage se déroulèrent sans incident apparent. Le travail occupait mes pensées, les réunions s'enchaînaient, et je m'efforçais de me fondre dans ce rythme dense qui ne laissait aucune place aux états d'âme. Pourtant, chaque soir, au moment où l'hôtel retrouvait son silence, une sensation de malaise revenait me hanter. C'était comme si je ne parvenais pas à m'installer vraiment dans ce déplacement, comme si une partie de moi restait suspendue quelque part entre 2 continents. Je m'étais promis d'appeler ma grand-mère chaque soir, mais dès la 2e journée, mes tentatives tombèrent dans une étrange séquence de sonneries sans réponse. La première fois, j'avais pensé qu'elle s'était endormie tôt. La deuxième, qu'elle devait être occupée, peut-être sous la douche, peut-être sortie quelques minutes. Mais à partir de la 3e tentative manquée, un doute commença à percer la surface lisse de mes justifications rationnelles. Je laissais des messages, des mots qui me semblaient anodins sur le moment, un petit compte rendu de ma journée, quelques remarques sur la météo, des questions sur son état, mais plus le temps passait, plus ces enregistrements sonnaient creux, presque absurdes. Ils devenaient de minuscules bouteilles lancées dans une mer opaque, sans certitude qu'elles atteindraient jamais leur destinataire. J'essayais de me convaincre que tout allait bien, mais l'absence de retour me rongeait sans que je ne l'admette encore pleinement. Je finis par appeler ma mère, pensant obtenir une confirmation rassurante. Elle non plus n'avait pas eu de nouvelles depuis quelques jours,
Mais sa voix calme m'assura qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Elle m'expliqua que les personnes âgées avaient parfois besoin de se reposer, de s'isoler un peu, que ce n'était pas la première fois que ma grand-mère se montrait distante. Je tentais de lui croire, mais quelque chose sonnait faux, comme si elle-même essayait de se convaincre de ses propres mots. Elle évoqua rapidement la présence de ma tante, qui passait souvent, qui surveillait, qui veillait. Une remarque lancée avec légèreté, mais qui, pour une raison que je n'arrivais pas à nommer, déclencha en moi un sursaut de méfiance. Les jours suivants, mes pensées se trouvaient parasitées par ces appels manqués. Je me surpris à vérifier mon téléphone toutes les 15 minutes, même en plein milieu d'une réunion importante. Je n'arrivais plus à me concentrer totalement. Je m'énervais contre moi-même, car rien de concret ne justifiait réellement mon agitation. Tout ce que j'avais, ce n'était que du silence. Et pourtant, c'est ce silence qui me semblait le plus menaçant. Je commençais à observer mon environnement avec une sorte de détachement mécanique. Je voyais les rues que je traversais, mais elles me semblaient étrangères, irréelles. Mes collègues parlaient, riaient, discutaient projets et échéances, mais j'avais l'impression de flotter en dehors de ces conversations, comme si j'étais devenu spectateur de ma propre vie. À chaque vibration du téléphone, mon cœur s'emballait, puis se serrait brutalement lorsque je réalisais que ce n'était qu'une notification quelconque, sans importance. Le 10e jour, alors que je m'apprêtais à me coucher, une certitude s'imposa à moi avec une clarté presque brutale. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une intuition vague ni une inquiétude passagère, mais une sensation nette, tranchante, qui traversa mon esprit comme une lame. Ce n'était plus possible de me réfugier derrière des excuses. L'absence de réponse de ma grand-mère, combinée à la présence de ma tante, que j'avais toujours trouvée trop insistante, trop contrôlante, formait désormais une ombre que je ne pouvais plus ignorer. Cette nuit-là, je dormis mal, hanté par une idée obsédante. Peut-être que je n'aurais jamais dû partir. Le matin où j'ai décidé de rentrer, je me suis réveillé avec l'impression que quelque chose me tirait hors du sommeil. Pas une sonnerie, pas un bruit, mais une sensation brutale, presque douloureuse, comme si un fil invisible venait de se rompre et que je retombais soudain dans mon propre corps. J'ai ouvert les yeux avec un souffle court, le cœur battant trop vite, et une certitude implacable s'est imposée à moi. Je ne pouvais plus rester ici. Je n'ai prévenu personne. J'ai attrapé ma valise encore partiellement remplie, refusant de perdre un seul instant à remettre de l'ordre. Tout semblait futile face à cette urgence qui me prenait à la gorge. Je me suis surpris à trembler légèrement alors que je réservais le premier vol disponible. Le simple fait de quitter l'hôtel me donna l'impression de reprendre le contrôle. Mais cette impression ne dura pas longtemps. Tout autour de moi semblait étrangement ralenti, comme si le monde entier se mouvait dans une substance visqueuse, et moi seul en percevais l'épaisseur. Durant le voyage de retour, je n'ai presque pas bougé. Mes pensées tournaient en boucle autour d'images que je ne voulais pas voir, mais qui s'imposaient malgré moi. Le visage fatigué de ma grand-mère, la main froide, les appels restés sans réponse, le regard étrange de ma tante. Je tentais de rationaliser, de me convaincre que tout cela n'était que le fruit d'une imagination trop sensible, nourrie par l'éloignement et la culpabilité. Pourtant, à mesure que l'avion s'approchait de la France, ma respiration devenait plus lourde, et mes doutes, eux, se solidifiaient comme du métal refroidi. Lorsque j'ai enfin atterri, une tension sourde me parcourait, comme si mes muscles s'étaient adaptés à un état de vigilance constante. Le trajet jusqu'à l'immeuble de ma grand-mère me sembla interminable. Les rues familières que je traversais me paraissaient désormais hostiles, chargées d'une atmosphère inhabituellement pesante. Je ne distinguais plus si ce malaise venait du quartier ou de moi-même. Arrivé devant l'immeuble, j'ai eu un choc d'étrangeté, comme si l'endroit que j'avais quitté 2 semaines plus tôt avait changé imperceptiblement. Ou peut-être était-ce mon regard qui avait muté. Les escaliers, l'odeur du couloir, la lumière jaunâtre des ampoules, tout me semblait légèrement décalé, comme une copie imparfaite de ce que je connaissais. En montant les marches, une pensée obscure me traversa. Et si je m'apprêtais à découvrir quelque chose que je ne pourrais plus ignorer? Quelque chose qui m'obligerait à réécrire tout ce que je croyais savoir sur ma famille? Cette idée me glaça, mais elle me poussa aussi en avant. Il n'y avait plus de retour possible. En m'arrêtant devant la porte de l'appartement, je pris conscience de mon propre souffle, trop rapide, trop bruyant.
Je fixais la poignée en me demandant pourquoi un simple retour à la maison me donnait l'impression de m'aventurer sur un terrain miné. Je sentais au fond de moi que je ne rentrerais pas dans la même réalité que celle que j'avais quittée. Quelque chose, derrière cette porte close, m'attendait déjà. Quelque chose qui avait eu le temps de s'installer dans le silence que j'avais laissé derrière moi. À cet instant précis, une sensation glaciale se glissa dans ma nuque. Celle d'être arrivé trop tard. Je suis resté immobile devant la porte plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. C'était comme si quelque chose, de l'autre côté, pressait contre le bois, une présence diffuse, invisible, dont je ne parvenais ni à définir la nature, ni à ignorer le poids. J'ai levé la main, hésité un instant, puis frappé. Le son a résonné étrangement dans le couloir désert, étouffé, presque absorbé par les murs, comme si l'immeuble entier retenait son souffle. Aucune réponse. Pas le moindre mouvement, pas le glissement d'un pas, pas le froissement d'un tissu. Le silence paraissait total, mais ce n'était pas un silence rassurant. C'était un silence épais, chargé, presque hostile. Je sentais mes muscles se tendre, une tension qui descendait le long de ma colonne vertébrale pour s'ancrer dans mon ventre. Je me suis souvenu du jour où j'avais quitté cet appartement. La vitalité discrète de ma grand-mère, son regard encore clair, sa routine minutieuse. J'essayais de me raccrocher à ces souvenirs, mais ils semblaient désormais appartenir à un passé lointain, presque étranger. L'imaginer à l'intérieur, immobile, fragilisé, peut-être seul, me donnait l'impression d'étouffer. Je frappais une deuxième fois, plus fort, sans obtenir davantage de réaction. J'étais partagé entre deux impulsions contradictoires, forcer l'entrée ou reculer pour analyser la situation plus rationnellement. Pourtant, chaque seconde passée à rester dans ce couloir renforçait ma conviction que quelque chose était profondément anormal. La porte semblait avoir changé de fonction. Elle n'était plus une simple frontière entre l'extérieur et l'intérieur, mais une barrière dressée pour me tenir à distance. Un bruit, imperceptible, m'a traversé l'esprit. Peut-être une illusion née du stress. Une sensation d'observation, de présence, mais qui venait de l'intérieur. Pas un mouvement réel, plutôt une intuition, un frémissement nerveux à la limite de la perception. Je savais que ma tante venait souvent ici, mais l'idée de la trouver derrière cette porte, silencieuse, guettant ma réaction, me dérouta davantage. Il y avait chez elle cette manière d'habiter l'espace comme une ombre trop près des murs, trop patiente, trop attentive. Cette pensée me glaça, car elle rendait le silence encore plus pesant. Je m'adossai à la rambarde du couloir pour reprendre mon souffle. Mon regard glissa sur les détails que je n'avais jamais remarqués. Une petite fissure dans le mur à hauteur du sol, la lumière vacillante de l'ampoule du plafond, l'odeur de renfermé que je n'avais pas connue autrefois. Tout cela composait une scène qui ne ressemblait plus à un lieu familier, mais à un décor où quelque chose s'était sournoisement déplacé. Je sortis mon téléphone, hésitais à appeler les secours, puis rangeai l'appareil sans le déverrouiller. J'avais l'impression que faire intervenir quelqu'un d'extérieur allait officialiser une vérité pour laquelle je n'étais pas encore prêt. Je voulais comprendre avant de rendre la situation irréversible. Je voulais voir de mes propres yeux ce qui se cachait derrière ce silence. Alors je me suis approché de la porte encore une fois, lentement. J'ai posé ma main sur le bois. Il m'a semblé légèrement plus froid que d'habitude, presque glacé. J'ai retenu ma respiration, tendu l'oreille. Rien. Un néant total, qui résonnait pourtant comme une réponse. À cet instant, une certitude s'installa en moi, implacable. Ma grand-mère n'était pas absente parce qu'elle dormait, ni parce qu'elle se reposait. Elle était absente parce qu'on l'avait rendue inaccessible. Et cette prise de conscience me traversa si violemment que je dus fermer les yeux pour retrouver un semblant d'équilibre. J'avais quitté cet appartement 2 semaines plus tôt en pensant que tout était sous contrôle. Je revenais aujourd'hui pour découvrir que le silence lui-même était devenu un avertissement. Derrière cette porte, ce n'était pas seulement ma grand-mère qui m'attendait. C'était une vérité que j'allais devoir affronter, qu'elle me plaise ou non. Et je pressentais déjà que rien, après cela, ne serait plus comme avant. Je suis resté un long moment devant la porte sans oser franchir la limite que je pressentais désormais comme dangereuse. Finalement, j'ai fini par descendre et m'éloigner quelques minutes, espérant que la distance m'aiderait à réfléchir plus clairement. Mais dès que j'ai quitté l'étage, un sentiment d'urgence m'a ramené en arrière, presque comme si l'immeuble lui-même me soufflait que je devais revenir, que je n'avais pas le droit d'abandonner.
Quand je suis remonté, quelque chose avait changé. Je ne l'ai pas compris immédiatement, mais une tension nouvelle s'était installée dans l'air. Peut-être était-ce le bruit du plancher qui avait vibré légèrement sous mes pas, ou l'impression fugace d'une ombre qui se retirait rapidement derrière une porte entr'ouverte. Les voisins me jetèrent des regards étranges, hésitants, presque fuyants. Certains baissèrent les yeux en me croisant, comme s'ils portaient un secret qui ne leur appartenait pas totalement, mais dont ils ne parvenaient mais plus à se défaire. Je me suis approché de l'appartement une nouvelle fois et quelque chose d'inattendu m'a frappé. L'odeur. Un parfum trop familier, mais déplacé, trop présent. Une odeur qui n'appartenait pas à ma grand-mère. Un mélange de lavande synthétique et de lessive agressive, le parfum que ma tante portait depuis toujours. Ce parfum habitué à marquer chaque pièce qu'elle habitait trop longtemps. Il envahissait désormais l'entrée à travers les interstices de la porte, comme une signature silencieuse. Cette odeur si anodine en apparence déclencha en moi un souvenir précis. Les périodes où ma tante restait chez nous quand j'étais enfant, imposant peu à peu ses habitudes, ses règles, ses manies, jusqu'à ce que chacun se retrouve à tourner autour d'elle, comme si elle avait enveloppé la maison d'un voile invisible. Je revis ces jours où elle s'installait sans prévenir, où son organisation méthodique transformait tout, où elle répartissait les tâches, les horaires, les décisions, sans jamais laisser la place à la discussion. Et ma mère, qui, sans s'en rendre compte, adaptait peu à peu son propre rythme au sien. Je compris alors que cette odeur n'était pas seulement celle d'un parfum ou de produits d'entretien. C'était l'empreinte de son contrôle, une présence obstinée, invasive, qui annonçait que ma tante avait fait de cet espace quelque chose qu'elle considérait désormais comme sien. Je m'approchais encore, observant les moindres détails de la porte. Une légère marque brillante entourait la serrure, comme si elle avait récemment été manipulée, peut-être remplacée. Je ne savais plus si c'était mon imagination qui amplifiait tout ou si la réalité se dévoilait enfin, crue et implacable. Je sentais au fond de moi que ma grand-mère, si vulnérable, n'aurait jamais accepté volontairement que quelqu'un modifie sa serrure. Elle avait une relation presque sacrée à son espace, à son intimité. Chaque objet, chaque clé, chaque tiroir avait pour elle une signification. Rien ne changeait sans raison. Je m'agenouillais sans réfléchir, posant 2 doigts contre le métal, comme si je pouvais sentir dans la froideur une part de vérité. La serrure était neuve. Cela ne faisait aucun doute. La porte n'était plus simplement fermée. Elle était verrouillée contre moi. Cette constatation me fit l'effet d'un choc sourd. Je compris alors que mon absence n'avait pas seulement laissé un espace vide. Elle avait créé une ouverture dans laquelle quelqu'un s'était engouffré avec méthode et détermination. Quelqu'un qui avait profité du temps, de la distance, de l'éloignement pour prendre place plus profondément qu'avant. La présence de ma tante n'était plus celle d'une aide envahissante ou d'un soutien excessif. C'était une occupation, une installation progressive, presque chirurgicale. Et ce parfum, ce détail insignifiant pour tout autre, était devenu pour moi le signe le plus clair de cette prise de pouvoir silencieuse. Je me suis redressé lentement, le cœur battant. Je n'étais pas encore prêt à admettre jusqu'où cela pouvait aller. Mais je savais déjà une chose avec certitude. Quelque chose, dans cet appartement, avait été déplacé. Quelque chose dans l'ordre même de la maison avait été réorganisé pour exclure, pour isoler, pour verrouiller. Et j'allais devoir découvrir exactement quoi. Je suis resté devant la porte un moment encore, incapable de détourner les yeux de la serrure neuve. Tout dans cet appartement que je connaissais par cœur semblait m'être devenu étranger. Comme si ma tante avait redessiné l'espace en mon absence, non pas physiquement, mais symboliquement. Une main invisible semblait s'être glissée entre les objets, les murs, les habitudes, et les avait modelés à son image. Je décidai de descendre quelques étages, sous prétexte d'aller chercher de l'air, mais en réalité, je voulais observer les alentours, essayer de comprendre ce qui se tramait à huis clos. Dès que je me mis à marcher dans le couloir, je sentis l'attention des voisins se poser sur moi. Des portes entr'ouvertes se refermèrent doucement. Des silhouettes se retirèrent dans l'ombre de leur vestibule. Une femme que j'avais toujours vue bavarde et chaleureuse détourna brusquement le regard, comme si me croiser lui imposait un malaise trop lourd à porter. Cette méfiance diffuse me frappa de plein fouet. L'immeuble entier semblait enveloppé d'un secret qui ne m'était pas destiné, mais dont j'étais malgré moi devenu le point d'intersection.
Je savais que ma tante avait un talent particulier pour gagner la confiance des autres, pour se présenter sous son meilleur jour, pour manipuler subtilement les perceptions. La voir s'introduire dans la vie de ma grand-mère ne m'avait jamais vraiment inquiété auparavant, mais à présent je comprenais que son influence n'était pas seulement personnelle, elle imprégnait les murs, les visages et même les silences. Je descendis jusqu'au rez-de-chaussée et traversai le hall. Une odeur de produits ménagers trop fort flottait dans l'espace, une odeur qui ne correspondait pas à l'entretien habituel du bâtiment. Elle me rappela une scène lointaine, ma tante nettoyant méthodiquement la maison après une dispute familiale, comme si éliminer les traces physiques pouvait effacer les tensions. Elle frottait toujours trop fort, trop longtemps, jusqu'à ce que les surfaces brillent d'une propreté presque agressive. En respirant cette odeur, une évidence me lança un frisson. Ma tante n'était pas simplement venue aider. Elle s'était immiscée, insérée, imposée. Et si l'odeur de son parfum devant la porte était un signe, celui-ci était une confirmation. Elle avait étendu son territoire. Je remontais lentement, en prêtant attention à chaque détail du couloir. Sur le tapis devant la porte de ma grand-mère, un petit résidu de poussière blanche attira mon regard. Je me penchai et effleurai la matière du bout des doigts, une poudre fine, presque invisible. Peut-être un reste de plâtre, peut-être une trace laissée par un objet déplacé. Ma tante n'avait jamais eu la délicatesse de respecter les limites d'un espace. Elle vivait dans une logique où il fallait toujours réorganiser, améliorer, réajuster, même quand personne ne le lui demandait. Plus j'observais, plus je sentais que les lieux portèrent la marque de son passage, non pas comme un simple visiteur, mais comme quelqu'un qui s'approprie. Les plantes de ma grand-mère, autrefois régulièrement entretenues, semblaient déplacées de quelques centimètres, comme si quelqu'un avait cherché à optimiser l'espace. Le paillasson n'était pas aligné avec la porte, un détail insignifiant pour la plupart des gens, mais ma grand-mère y était très attentive. Elle disait toujours que l'alignement des objets reflétait l'alignement de l'esprit. Ce léger décalage me fit un choc. Ce n'était pas le désordre de ma grand-mère, c'était le désordre de quelqu'un qui n'avait pas les mêmes repères qu'elle et qui n'en tenait aucun compte. À ce moment précis, je ressentis quelque chose de physique, un serrement brutal dans la poitrine. J'étais venu chercher des réponses rationnelles, mais je ne trouvais que des indices graves, silencieux, disséminés comme des miettes sur un trajet qu'on espérait que je ne suivrais pas. Tout indiquait que la maison avait changé de maître. Je restais là, face à la porte, la main posée sur le battant froid, avec l'impression d'être incapable de reculer ou d'avancer. La situation exigeait que je comprenne, que je déchiffre ce nouveau langage fait de gestes, de marques infimes, d'odeurs déplacées. Je savais désormais que ma tante ne s'était pas contentée de veiller sur ma grand-mère. Elle avait commencé à la remplacer. Et il ne me restait qu'une seule certitude, il fallait que j'entre. Je ne pouvais plus rester dans le couloir à observer passivement les indices qui s'accumulaient autour de moi. Chaque détail me poussait davantage vers une même conclusion. Ce qui se déroulait derrière cette porte n'était pas un simple malentendu ou un excès de zèle de ma tante. C'était autre chose, de plus profond, de plus méthodique. Une transformation lente, presque insidieuse, qui avait pris racine pendant mon absence. Je pris une longue inspiration, puis posai ma main contre le bois de la porte. Le contact me surprit par sa froideur. Une sensation intense traversa ma paume, comme si la matière elle-même refusait ma présence. J'eus le sentiment étrange que la maison, que j'avais pourtant toujours connue comme un lieu de refuge et de douceur, s'était progressivement modelée à la présence d'une autre personne. Elle ne me reconnaissait plus. Ou plutôt, elle reconnaissait quelqu'un d'autre davantage que moi. Pendant un instant, je restais immobile, cherchant à me rappeler comment l'appartement respirait autrefois. Je me souvins de la lumière tranquille de l'après-midi qui glissait sur les meubles en bois, du tintement discret des tasses quand ma grand-mère préparait le thé, de la manière dont elle ouvrait toujours légèrement la fenêtre du salon, juste assez pour laisser entrer un souffle d'air, jamais plus. Je me rappelais la sensation du tapis sous mes pieds, les odeurs de thym séché et de savon doux. Tout cela formait un ensemble cohérent, harmonieux, un univers calme qui semblait désormais appartenir à un autre temps. Je ne retrouvais aucune de ces traces dans l'air stagnant du couloir. À la place, je percevais une rigidité nouvelle, une tension presque palpable, comme si chaque objet derrière la porte avait été déplacé d'un millimètre, repositionné selon une logique qui n'appartenait pas à ma grand-mère. L'espace n'était plus le sien.
Il était devenu celui de ma tante, ordonné à sa manière, imprégné de son odeur, régi par ses règles silencieuses. Je me surpris à imaginer la disposition des pièces telle qu'elle devait être maintenant. Les meubles peut-être déplacés pour optimiser la circulation, les bibelots de ma grand-mère rangés dans un tiroir au nom de la clarté, les photos familiales réarrangées selon un goût qui n'était pas le sien. Je pouvais presque sentir l'effacement progressif d'une présence, comme si la maison était en train d'oublier doucement la femme qui l'avait habitée depuis tant d'années. Cette pensée m'assaillit avec une violence inattendue. Je réalisais que ce n'était pas seulement un espace physique qui avait été modifié, mais une intimité profonde, un territoire affectif. Je ressentis une colère froide naître en moi, mêlée à une inquiétude croissante. Si ma tante avait osé transformer la maison, qu'avait-elle fait de la routine de ma grand-mère, de son autonomie, de sa voix, de ses habitudes, de ses repères? Je revoyais cette main froide le jour de mon départ, ce regard fragile, un peu perdu, qui aurait dû m'alerter. Je revois maintenant cette image avec une intensité presque douloureuse. Ma grand-mère se tenait déjà sur un sol qui glissait sous ses pieds. Je n'avais pas compris que quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Un léger frisson me parcourut. Je tentais de me concentrer, de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je devais rester lucide, mais la lucidité elle-même devenait un terrain mouvant. Plus j'analysais la situation, plus une pensée obsédante s'imposait. Ma tante ne reculait jamais lorsqu'elle voulait s'approprier quelque chose. Elle appelait cela de la gestion, mais c'était surtout une manière de tout contrôler, de s'infiltrer dans chaque décision, chaque moment, chaque détail. Je l'avais observée agir ainsi avec d'autres membres de la famille, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle s'en prendrait à ma grand-mère. Je savais que je ne pouvais plus rester entre deux pensées. Je devais avancer. La peur, la colère, l'incertitude, tout cela se cristallisait en un besoin irrépressible. Ouvrir cette porte, pénétrer dans cet espace qui m'était désormais hostile et affronter ce qui m'attendait à l'intérieur. Je sentais que ma vie allait basculer à cet instant précis. J'inspirais profondément encore une fois. Ma main glissa vers la poignée. Je n'étais pas encore entré. Mais l'instant d'après, je le savais déjà. Il n'y aurait plus de retour possible. Le moment où la poignée céda sous ma main me sembla irréel. Je m'attendais à un bruit, un craquement, n'importe quoi qui confirme que j'étais en train d'entrer. Mais il n'y eut rien. Pas même ce petit cliquetis mécanique que j'avais toujours entendu sans y prêter attention. La porte glissa en silence, comme si elle s'ouvrait d'elle-même, docile, presque accueillante. Ce mutisme instantané me frappa plus que n'importe quel vacarme. La maison semblait retenir son souffle. J'entrai et refermai derrière moi avec lenteur. L'air y était plus froid que je ne l'aurais imaginé, comme si l'appartement avait été déserté depuis longtemps, mais je savais que ce n'était pas le cas. La première chose qui me frappa fut l'odeur. Ce n'était plus celle de ma grand-mère. Sa signature olfactive, ce mélange unique de cire, de thé, de linge fraîchement lavé, avait disparu. À sa place flottait une fragrance impersonnelle, trop forte, trop sèche, une odeur que j'associais immédiatement à ma tante, comme si elle s'était diffusée jusque dans les murs. Je fis quelques pas, et mes yeux commencèrent à enregistrer les détails. Les meubles avaient effectivement été déplacés. Pas de manière chaotique, non. Au contraire, tout était parfaitement aligné, parfaitement symétrique, d'une rigueur presque clinique. Le tapis avait été tiré, recentré. Les coussins sur le canapé semblaient avoir été posés après une longue hésitation, comme si on avait besoin de mesurer leur position pour que rien ne dépasse. Je ressentis une gêne profonde, une forme de violation silencieuse. C'était comme entrer dans une reproduction exacte de l'appartement d'autrefois, mais dépouillé de son âme. Chaque meuble portait une couche de froideur nouvelle. Je m'avançai jusqu'à la petite table où ma grand-mère gardait habituellement une pile de lettres, quelques sachets de thé et un vieux magazine jamais terminé. Tout avait disparu. La surface était nue, comme si personne n'y avait jamais vécu. Je pris conscience de quelque chose d'encore plus perturbant. Cette absence n'était pas un simple nettoyage, mais l'effacement méthodique d'une présence. Je sentis une pression sourde dans ma poitrine. Je tentais d'écouter, de percevoir le moindre indice qui m'indiquait où se trouvait ma grand-mère. Aucun mouvement, aucun murmure, aucun signe de vie. L'appartement était pourtant ouvert, mais il n'émettait aucune vibration, aucune énergie.
Je ressentais une étrange dissonance. Je savais qu'elle était là, quelque part, et pourtant tout me donnait l'impression qu'elle n'y était plus depuis longtemps. Je continuais d'avancer, guidé par un instinct que je ne contrôlais plus. Chaque pas résonnait trop fort dans le silence. La chambre, le salon, le couloir. Tout semblait subtilement déformé, comme si l'espace avait été étiré ou comprimé par une volonté étrangère. Je reconnaissais les objets, mais leur disposition créait une sensation d'inconfort, une impression d'avoir pénétré dans une maison où quelqu'un imitait la vie quotidienne sans en comprendre les nuances. Je m'arrêtais près de la fenêtre du salon. Elle était fermée, hermétiquement, ce qui ne ressemblait pas du tout à ma grand-mère. Elle avait toujours besoin d'un léger courant d'air, même en hiver. Je touchais la vitre du bout des doigts, glacée, presque humide. Une tension électrique remonta le long de mon bras. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était en train de se jouer entre ces murs. Un frisson me traversa alors que mon regard se posait finalement sur la porte de sa chambre. Elle était entr'ouverte. À peine. Juste assez pour laisser deviner l'ombre d'un intérieur, mais pas suffisamment pour distinguer ce qui s'y trouvait réellement. Ce détail me heurta avec la force d'un symbole. Ma grand-mère ne laissait jamais sa porte ainsi. Soit elle l'ouvrait entièrement, soit elle la fermait complètement. Pas d'entre-deux. Je restais immobile quelques secondes, le souffle suspendu. Ce n'était pas elle qui avait laissé cette ouverture. Quelqu'un d'autre l'avait fait, et ce quelqu'un voulait peut-être que j'entre. La sensation d'être observée, invisible mais insistante, me traversa lentement. Le silence n'était plus neutre, il prenait forme, il devenait une présence. Je compris alors que l'appartement n'était pas seulement déformé, il était surveillé, pas par une personne, par une intention. Et au fond de moi, une certitude glaçante se forma. Je n'étais pas seul dans cette maison. Je restais planté devant cette porte entr'ouverte, incapable d'avancer comme de reculer. L'entrebâillement semblait minuscule, insignifiant, mais il dégageait une force étrange, presque magnétique. L'obscurité derrière la fente n'était pas totale. Elle vibrait d'une manière imperceptible, comme si quelque chose respirait doucement de l'autre côté. Mon cœur battait contre mes côtes à un rythme désordonné. Je ne savais pas ce que j'allais trouver là-dedans, mais je sentais déjà que cela dépasserait le simple cadre d'un malaise familial. Je m'approchais encore, lentement, et chaque pas amplifiait la sensation d'être observé. Pas par un œil humain, ni même par un regard. C'était plus diffus, plus profond, comme si les murs eux-mêmes analysèrent ma présence, mes intentions, mes hésitations. Une chaleur douce se glissa le long de ma nuque, mais ce n'était pas réconfortant. C'était la chaleur d'un souffle invisible, un souffle que je n'aurais pas dû sentir. Une partie de moi voulait appeler ma grand-mère, même sans voix. L'idée que je pourrais la trouver là, affaiblie, alitée, avec un simple besoin d'aide, me poussa à tendre la main vers la porte. Mais au moment où mes doigts effleurèrent le bois, une intuition encore plus forte me saisit. Ce que j'allais voir ne correspondrait pas à ce que j'espérais. La logique se délitait. Le silence avait une texture, une densité presque organique. L'air semblait chargé d'une sorte d'électricité sourde, comme si la pièce elle-même rejetait ma présence. Je poussai la porte avec une lenteur que je ne me connaissais pas. La chambre se dévoila par fragments. D'abord le mur gauche, nu, trop nu. Puis le coin du lit, impeccablement tiré, sans la moindre trace de quelqu'un qui s'y serait reposé récemment. Ensuite la commode, vidée de tout ce qui la rendait vivante autrefois. Elle n'était plus qu'une forme tassée dans l'ombre, comme un meuble oublié dans une maison abandonnée. Tout semblait étrangement propre, méticuleusement arrangé, comme si la pièce avait été préparée non pour être habitée, mais pour être montrée. Une exposition figée. Je m'avançai encore d'un pas. L'air y était plus lourd, chargé d'une odeur légère de poussière et de quelque chose d'indéfinissable, peut-être une trace d'humidité. Je sentis presque immédiatement que ma grand-mère n'avait pas dormi ici depuis un moment. Quelque chose s'était interrompu, comme un cycle brisé. Puis mon regard tomba sur un détail que j'avais d'abord manqué, la table de chevet. À sa surface, un seul objet restait, comme une anomalie au milieu de ce vide soigneux. Ce n'était pas un cadre photo, pas un livre, pas un de ces petits objets gracieux qu'elle aimait garder près d'elle. C'était une petite boîte en plastique transparent, vide. Je reconnus vaguement sa forme, le type de contenant utilisé pour des comprimés. Elle avait été ouverte, puis reposée là, comme par accident.
Mais rien ici ne ressemblait à un accident. La boîte semblait presque posée en évidence, comme si elle avait été laissée volontairement à mon attention. Un froid insidieux se répandit dans mon ventre. Je ne voulais pas tirer de conclusion, pas encore. Mais cette boîte était un message silencieux et je ne pouvais pas l'ignorer. Je me tournai lentement vers le reste de la chambre. Le placard était entrouvert lui aussi, révélant un espace vide, là où autrefois s'alignaient des vêtements soigneusement pliés. Je savais que ma tante pouvait être brutale dans ses décisions, mais l'effacement total de la présence de ma grand-mère dans sa propre pièce me sembla soudain bien plus inquiétant que tout ce que j'avais imaginé. Je sentais un picotement au bout de mes doigts. Une pensée naquit, douloureuse, presque insoutenable. Et si ma grand-mère n'était pas simplement affaiblie ou manipulée? Et si elle avait été déplacée? Pas pour son bien, mais pour autre chose. Je reculais d'un pas sans même m'en rendre compte. L'atmosphère devenait suffocante. J'avais l'impression que la chambre s'était rétrécie autour de moi, qu'elle tentait de m'enfermer avec ses secrets. Je n'arrivais plus à respirer normalement. Alors, au moment où je m'apprêtais à quitter la pièce, quelque chose attira mon regard. Un détail minuscule, presque invisible, mais qui me frappa comme un coup de poing. Une fine trace, à peine perceptible, sur le sol. Un sillon léger, comme si un meuble ou autre chose avait été traîné hors de la chambre. Dans le couloir. Vers une autre pièce. La sensation d'un piège invisible se resserra autour de moi. Je compris alors, avec une lucidité glacée, que je n'étais pas en train de découvrir ce qui s'était passé ici. J'étais en train de suivre une piste que quelqu'un avait laissée pour moi. Et cette pensée seule suffit à me retourner le sang. Je restais un long moment à fixer la trace au sol, comme si ma capacité à comprendre la situation dépendait entièrement de ce sillon poussiéreux. Il n'était pas large ni profond, mais il possédait cette qualité particulière des détails qui n'ont pas besoin d'être imposants pour être terrifiants. Une ligne fine, presque timide, mais qui portait la preuve silencieuse d'un déplacement, d'un geste, d'une intention. Et je n'arrivais pas à m'en détacher. Le sillon traversait la chambre, passait sous la porte entr'ouverte, puis se perdait dans la pénombre du couloir. Cela n'avait rien d'un hasard. C'était net, continu, presque géométrique. Un objet avait été traîné, ou peut-être quelqu'un. Cette pensée, même incomplète, me serra le cœur avec une violence inattendue. Je descendis lentement en moi, comme si mon corps tentait de rejeter cette hypothèse en s'enfermant dans une sorte de torpeur. Je sortis de la chambre avec prudence, refusant d'écraser la trace. J'avais l'impression absurde qu'elle pouvait disparaître si je m'en approchais trop, comme une illusion fragile. Le couloir me sembla plus étroit que quelques minutes plus tôt, comme si les murs s'étaient rapprochés en silence. Je suivis la piste, mais pas à peine audible, mon souffle réduit à un murmure. L'air y était plus froid encore, presque humide, comme si une source invisible s'était infiltrée sous la porte fermée au fond du couloir. Cette porte-là, je la connaissais pourtant. C'était celle de la petite pièce de rangement où ma grand-mère conservait des cartons remplis de souvenirs, une sorte de sanctuaire privé où elle rangeait les objets dont elle n'arrivait pas à se séparer. J'y étais rarement entré. La pièce était trop étroite, trop sombre, et laissait toujours une impression d'accumulation de passé, de strates successives qui ne devaient pas être dérangées. Ce n'était pas un lieu où l'on traînait quelque chose, encore moins quelqu'un. Mais la trace y menait, incontestablement. Je sentis un frisson me glisser le long de la colonne vertébrale. Chaque cellule de mon corps semblait vouloir me retenir, me supplier de m'arrêter là, d'accepter l'ignorance comme une protection. Pourtant, une force tout aussi profonde me poussait en avant. Une force faite d'amour, de culpabilité et d'une terreur sourde. Je devais savoir. Le prix importait peu désormais. Je m'approchai de la porte. Contrairement aux autres, celle-ci n'était ni entr'ouverte ni hermétiquement close. Elle était simplement posée contre son chambranle, mal ajustée, comme si on l'avait refermée à la hâte, sans vérifier si elle s'était engagée correctement. Ce détail me tourna l'estomac. Ma grand-mère n'aurait jamais laissé une porte ainsi. Ma tante non plus, mais pour d'autres raisons. C'était un geste précipité, un geste effectué dans l'urgence. Je touchai le bord de la porte du bout des doigts. Une sensation glaciale me traversa. Pas une froideur normale, mais quelque chose de plus profond, comme si le bois avait absorbé un événement traumatique. Je restai là quelques secondes, incapable de me décider,
sentant l'air du couloir se densifier autour de moi, comme s'il tentait de me retenir par une étreinte invisible. Finalement, je poussai la porte. Elle s'ouvrit dans un silence total, révélant une obscurité presque compacte. La lumière du couloir dessinait un rectangle pâle sur le sol encombré de la pièce. Les cartons étaient toujours là, empilés, mais quelque chose n'allait pas. Je mis quelques secondes à comprendre, la disposition avait changé. Les piles avaient été déplacées, certaines ouvertes ou inclinées, comme si quelqu'un avait fouillé rapidement, cherchant quelque chose, ou cherchant à cacher quelque chose. Je fis un pas à l'intérieur, puis un autre. L'odeur me parvint soudain. Un mélange de renfermé, de poussière et d'un parfum métallique très léger. Je ne savais pas si ce parfum était réel ou imaginé, mais il me mit immédiatement les nerfs à vif. Mes yeux s'habituèrent lentement à l'obscurité, révélant des formes indistinctes qui semblaient se recroqueviller dans les angles, comme si les ombres elles-mêmes se repliaient pour ne pas être vues. Puis je vis la fin de la trace. Elle s'arrêtait près d'un grand carton renversé dont le contenu avait été vidé à la hâte. Je m'accroupis, le cœur battant au bord de l'explosion. Le sol portait une marque plus sombre, comme si quelque chose y avait reposé un moment avant d'être déplacé à nouveau. Je sentis alors le poids de la maison entière se refermer sur moi. Ce n'était plus une simple piste, c'était une disparition. Et tout indiquait que ma grand-mère n'était pas partie de son plein gré. Mais ce qui me terrifia le plus, ce ne fut pas cette conclusion. C'était ce que je ressentis en me relevant. La certitude glaçante que quelqu'un ou quelque chose avait déjà prévu que je trouverais tout cela, et que ce n'était que le début.